Nombreux sur les réseaux sociaux, lors de mes interventions, se plaisent à me critiquer parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Donc je suis un macroniste. Euh, je suis un juif parce que je parle des juifs. Je suis un homo parce que je parle des homos. Je suis un musulman parce que je parle des musulmans. C'est déjà une sacrée performance, mais si on y rajoute la réalité, ça fait de moi quelqu'un de surnaturel. Parce que en réalité, je suis né d'une famille corse et italienne sur Marseille. Euh, on m'a baptisé chrétien quand j'étais enfant et je suis devenu athée par choix. Euh, à 18 ans, je me suis marié avec une musulmane. Ma famille, une partie de ma famille corse, euh, pas tous, mais une famille de ma famille corse, et les autres sont intelligents, était extrêmement raciste. Et ils m'ont toujours promis quand j'étais enfant, si tu te maries un jour avec une musulmane, on te reniera de la famille. Les Corses sont des gens qui tiennent parole. Ils ont tenu parole et grand bien leur face, et je regrette rien. J'ai gagné une famille magnifique, celle de ma femme Sherazade, et je regrette rien, je l'aime très fort, mon ex-femme Sherazade. On a gardé des liens extraordinaires, c'est une femme avec un énorme cœur, comme la plupart des musulmans, euh, avec de très belles valeurs aussi. J'ai j'ai eu une belle carrière de coiffeur, j'ai toujours plus ou moins très bien gagné ma vie. J'ai monté quelques salons de coiffure et j'avais ce qu'on peut appeler une belle vie. J'ai j'ai fait le tour de France, j'ai mangé dans les meilleurs restaurants de France. J'ai connu les plus beaux cabarets du monde, ceux de Paris, Lido, Alcazar, Folie Bergère, Creuset-Ors, Paradis Latin, le Moulin Rouge, euh, lequel encore j'en oublie peut-être. Euh, Mon métier m'a permis de rencontrer beaucoup de femmes et j'en ai bien profité. Euh, on peut dire que j'ai une vie très épanouie. Et puis, j'ai décidé de quitter Marseille quand j'avais 30 ou 31 ans. Et je suis venu vivre ma passion de la montagne et du ski en Haute-Savoie. Je suis né d'un père mafieux qui m'a récupéré à l'âge de 12 ans, a tout fait pour que, comme tous les enfants trophées, les enfants soldats, m'a monté la tête contre ma mère pour me récupérer. Et, euh, et m'a fait venir donc chez lui. Il m'a appris aucune belle valeur, mais celle des voyous. Euh, j'ai été plongé dans le grand banditisme où j'ai pu voir des choses qu'un enfant n'a pas le droit de voir. Euh, et il m'a surtout appris à ne pas respecter les femmes. Pour lui, les femmes étaient des animaux qu'on aurait dû parquer à se servir juste quand on en a besoin. Euh, j'ai été odieux avec les femmes la moitié de ma vie. Et c'est mon métier surtout qui m'a appris à les connaître, à les respecter, à comprendre que ce n'étaient pas des animaux. Mais il m'avait aussi interdit de tomber amoureux et j'avais un mal-être de ne pas être capable de le faire. J'avais des amis qui étaient des montagnes de muscles, des champions de kung-fu, qui venaient pleurer sur mon épaule parce que leur nana les avait quittés. Et je les enviais. Je les enviais parce que je n'étais pas capable de le faire. Quand une nana partait, je m'en foutais. Et puis, en Haute-Savoie, j'ai rencontré une femme merveilleuse. Elle s'appelait Yasmina. C'était une femme qui avait toutes les qualités. Elle était très belle, extrêmement féminine, extrêmement sensuelle, très intelligente. Elle avait tout pour me plaire. J'en suis tombé dingue amoureux et tout, au fil de notre relation, au plus les années passaient, au plus on s'aimait de plus en plus fort. Ce qui est extrêmement rare dans une relation amoureuse. On avait fait le projet de faire des enfants, d'acheter une ferme, de vivre en Antarctique. J'aurais eu un salon de coiffure juste pour payer le sel et le beurre. Mais on envisageait une vie un petit peu à la façon la petite maison dans la prairie. Et elle est décédée dans mes bras à l'hôpital de Bron, en banlieue lyonnaise. C'est la médecine qui me l'a pris.
Je vous raconte pas ça pour raconter ma vie, pour me plaindre de mes malheurs, mais juste pour que vous compreniez qui je suis. Euh, j'ai décidé de tomber l'armure ce soir parce que il y a 5 minutes de ça, j'étais en train de chialer. Parce que je me suis fixé des objectifs. Je suis décrit par des experts psychiatres nommés par la justice à ma demande, euh, comme ayant une grande intelligence et puis comme étant un jusqu'au boutiste. Euh, avec mes amis sur les réseaux sociaux, je me suis promis que j'allais pas exposer mes malheurs. Et avec mes amis, on s'en est fait une règle. On fait que déconner, on fait que s'amuser. Et vous le voyez, je parais souvent arrogant. Je, Parfois, je rigole même de mes propres conneries. Mais j'essaie de montrer une certaine bonne humeur et une certaine invulnérabilité. Mon ex-compagne est décédée et je pensais que jamais je me remettrais de ça. Il m'a fallu réellement 12 ans pour faire le deuil. Mais quelques mois après 3 mois de douleur, mais de réelles douleurs à pleurer tous les jours jusqu'à vous faire mal au plus profond de vos tripes. Je venais de perdre non seulement la femme que j'aimais, mais mon avenir, l'enfant que j'avais pas eu avec elle, la maison que je devais acheter et le bonheur que je m'étais imaginé. Euh, Au bout de 3 mois, j'ai décidé de me remettre sur pied. J'ai décidé de faire des activités physiques intensives pour faire souffrir mon corps et libérer cette douleur que j'avais dans la tête. Ma mère m'avait pris avec elle en Bretagne et en 4-5 mois, j'étais à nouveau sur pied. Je suis revenu en Haute-Savoie. J'ai créé un salon de coiffure et j'ai repris ma vie d'avant. Libertinage, les sorties, les femmes, de temps en temps un petit pétard, le ski, la neige, un semblant de belle vie, un miroir aux alouettes. Je gagnais bien ma vie, mais j'en avais rien à foutre du pognon. Je fais ça juste pour m'occuper, pour me donner le droit une raison d'exister. Mais mon profond désir était de rejoindre la femme que j'aimais, qui était partie, je ne sais trop où. Puis j'ai rencontré une femme très très belle, une magnifique femme, qui était maman de 2 adolescentes, et qui très vite m'a offert un enfant en me disant je vais t'offrir l'enfant que tu n'as pas eu avec Yasmina. Nous avons formé une belle famille. Mon enfant était un magnifique bébé qui démontait la maison, un vrai petit diable qui démontait la maison, qui jouait à la bagarre avec moi, qui me faisait signer du nez, qui gagnait toujours la bagarre. Un merveilleux petit garçon. Et puis, bien qu'on ne voulait pas le faire vacciner, je parle des vaccins pédiatriques il y a 10 ans de ça, on a fini, mon ex-compagne m'a appelé depuis le pédiatre, moi j'étais au travail sur une cliente, sur la tête d'une cliente, j'étais en train de travailler, j'entends le téléphone sonner, je décroche. C'était mon ex-compagne qui était chez la pédiatre qui me dit écoute, elle insiste, elle dit qu'on va pas le on va le désociabiliser, il ne pourra pas aller à l'école, etc. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas réfléchi. C'est la première fois de ma vie que je prends une décision sans réfléchir. J'ai dit, ben vas-y. Mon fils est devenu polyhandicapé à cause des vaccins pédiatriques. Et là, je me suis dit que j'avais plus le droit de sombrer. J'avais pas le droit de poser un genou au sol. Mon enfant avait besoin de moi. Et j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon propre sort, sur mes propres douleurs. Mon enfant souffrait, il avait besoin de moi. Donc j'ai foncé. Je ne me suis pas accordé un genou au sol et je suis allé à la bagarre. J'ai déposé plainte contre le laboratoire GSK, contre la pédiatre de PMI. J'ai sorti tous les dossiers médicaux, que ce soit pro-vax ou anti-vax, mais je ne vous parle pas des conneries qu'on entend sur les réseaux sociaux. Je vous parle de professeurs en médecine, libres de tout conflit d'intérêts, mais aussi les dossiers des laboratoires GSK. Mais je ne me suis pas contenté de ça. J'ai aussi appris par cœur le dossier médical de mon enfant, avec tous les termes médicaux que cela comporte, pour pouvoir dialoguer avec les médecins et leur montrer qu'ils ne m'endormiront pas avec leur langage scientifique, que je tiens la route et que je suis là et qu'ils ne feront plus de mal à mon enfant.
Euh, et les choses allaient dans le bon sens. J'arrivais non seulement à temporiser les prises médicamenteuses, voire même les diminuer, voire même les arrêter, pour passer à une médecine naturelle, à force de recherche, de prise de contact avec des parents d'enfants handicapés, mais surtout, j'ai mis en place un protocole de rééducation par des recherches, mais non pas des recherches sur Internet. Internet m'a beaucoup aidé pour prendre contact avec des parents dans la même situation, des médecins, des professionnels. On a trouvé des méthodes de rééducation qui lui permettaient de faire de magnifiques progrès. Tout ça était une véritable épreuve, surtout pour mon enfant qui avait la rage d'avoir envie de retrouver ses fonctions motrices. Et il était déterminé. Ce petit bout, il demandait qu'à progresser. Puis le handicap soit refond d'un couple, soit détruit toute une famille. J'avais une magnifique famille, 2 belles filles et 2 adolescentes, une femme magnifique, un salon de coiffure. J'ai gagné 4000 balles par mois et j'avais tout pour être heureux. Le handicap a fait que je me suis trop occupé de mon enfant, pas assez de la mère de mon fils. Et ça a détruit notre couple, ça a complètement dessoudé la famille. J'ai tout perdu. J'avais laissé mon salon de coiffure pour aider la maman qui s'en sortait plus avec le handicap. Et je me suis retrouvé à vivre 2 mois, SDF, à vivre dans ma voiture, avant là aussi de mettre un coup de pied au fond pour me remettre debout. Je suis allé vivre moi chez un ami, j'ai pris un petit studio, et puis je me retrouve dans un très bel appartement. Mon fils a besoin de moi et je n'ai pas le droit de sombrer. Mais seulement voilà, il y a 22 ans de ça, un ami qui venait des États-Unis me parle du nouvel ordre mondial. J'ai pris ça pour une fiction au début, mais je me suis quand même intéressé parce que ça a éveillé certains de mes souvenirs d'enfant. L'évolution de la société, j'ai une très grande mémoire, et quelque part je trouvais ça pas tellement loufoque ce qu'il m'a raconté. Je trouvais qu'il y avait des vérités, donc je m'y suis intéressé. J'ai bouquiné les mêmes choses que vous, les juifs, les sionistes et les Illuminati, tout ça. Mais quelque part, au fil de ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ne concordaient pas, il y avait des trucs qui me... Et j'ai bien compris que certains sites étaient un petit peu douteux. Donc j'ai décidé de dire un petit peu la chose, d'aller rencontrer les juifs, pour qu'ils me parlent du sionisme, d'aller rencontrer certains politiques, certains avocats, certains professionnels dans ce domaine, des gestionnaires de fortune, etc., pour mieux comprendre. Alors ma proximité de Genève, j'habite en Haute-Savoie, fait que j'ai une facilité en travaillant dans les salons de coiffure, en travaillant aussi dans des hôpitaux, sur Genève, dans des EMS et dans des EHPAD en France. La version maison de retraite de la Suisse s'appelle EMS en Suisse, alors que chez nous ça s'appelle EHPAD. Tout ça, je l'ai fait pour pouvoir discuter avec les médecins, avec les soignants, et rencontrer des tas de gens. Je travaillais dans une maison de retraite de luxe en France qui m'a permis de rencontrer des grandes familles, mais aussi des personnes extraordinaires comme une ancienne greffière du Parlement, une ancienne prof, artiste peintre, qui était prof française en Afrique, dans les écoles. Des gens comme l'un des seuls qui a battu Bruce Lee dans un combat en karaté, un champion de karaté, dans une AMS en Suisse. Des gens fabuleux. Des gens fabuleux, certains avaient toutes leurs raisons, des gens très fortunés, ou pas, mais qui m'ont appris beaucoup de choses. Des personnes âgées qui étaient des véritables encyclopédies sur pattes, qui avaient vécu des choses et qui avaient des tas de choses à raconter. Un monsieur que j'ai rencontré dans mon salon de coiffure, le professeur Vonech, un professeur en psychologie sur Genève, à l'université de Genève, qui avait pris sa retraite, qui avait travaillé avec les personnes les plus influentes de cette planète, Ronald Reagan, par exemple. Je crois qu'il a travaillé avec celle-ci, je ne sais plus le prononcer, Boris Helsin. Un gars qui avait parcouru le monde et qui avait travaillé avec les plus grands de cette planète. Un monsieur remarquable. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Et je ne suis pas là
exposer tout ce que je sais. J'ai l'impression de rien savoir chaque matin quand je me lève. Certains amis me disent, mais comment tu fais pour savoir tout ça? Il y a déjà que je dors très peu. 3 à 4 heures, la nuit dernière j'ai dormi 2 heures, je me sens en pleine forme, il est minuit. Euh, je suis à l'écoute de mon corps et je dors uniquement quand j'ai sommeil. Et ça a toujours fonctionné comme ça marche très bien. Euh, et donc pendant mes longues journées, j'apprends, je rencontre, je vais voir des conférences, euh, je bouge, j'essaie d'apprendre un maximum. Mais j'ai toujours l'impression de rien savoir. Alors quand je vous contredis sur les réseaux sociaux, c'est pas pour briller. Je sais que certains ont besoin de ça, des réseaux sociaux, euh, pour montrer qu'ils existent, qu'ils savent des choses, parce que la vie ne leur a pas donné la chance. Je me sens pas supérieur à eux, je me sens aussi bête qu'eux. Parce que ma vie n'était pas destinée à ce que je sache autant de choses, c'est la vie qui me l'a imposé. Quand mon fils est devenu handicapé, j'ai engagé une procédure contre les laboratoires GSK. Et quand je me suis intéressé, je me suis donc avec ça intéressé énormément aux vaccins, j'ai étayé tous les sujets, que ce soit les dossiers des laboratoires GSK, mais aussi les publications scientifiques indépendantes, les publications de l'OMS, etc. Et aussi, j'ai appris les virus et aussi le fonctionnement des laboratoires pharmaceutiques. Et là, je me suis rendu compte que GSK, comme tout ce qui est de nos besoins vitaux, appartient à BlackRock et Vanguard. Et ça m'a rapproché de ce que j'avais appris il y a maintenant 22 ans en arrière, le nouvel ordre mondial. Donc j'ai bûché encore plus sur le nouvel ordre mondial parce que je suis d'origine corse. Parce que dans ma famille, on m'a dit, j'ai grandi avec cette valeur, si tu touches aux miens, protège les tiens. Alors j'ai pas l'intention de prendre les armes et de les tuer, ces gens-là. J'ai l'intention de faire pire que ça. Je veux leur peau. Mais autant que vous. Sauf que moi, je ne le fais pas pour ma retraite, j'en ai rien à foutre. Je ne le fais pas non plus pour mon pouvoir d'achat, je m'en fous complètement. Que je crève la dalle ou pas, ça n'a plus d'importance. Aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai plus de famille. En tout cas, la famille que j'aimais, celle que j'avais construite avec la mère de mon fils. J'ai plus mon salon de coiffure. J'ai plus de pognon. J'ai plus rien. Et je m'en fous. J'ai simplement de la chance qui me permet de continuer à avancer. Mais je ne me plains pas de mes malheurs, j'en ai rien à foutre. Mais je me suis promis que j'allais venger mon fils, et pendant 10 ans, depuis qu'il est handicapé, je bûche sur ce sujet en me disant, une fois que j'aurai réussi à trouver, à force de conférences, à force de rencontrer des professionnels, à force de poser des questions, à force de bouquiner, mais pas sur les réseaux sociaux, sur des sites très douteux, ou par des lanceurs d'alerte, des influenceurs qui, au début, certes, j'en ai suivi certains qui étaient très pertinents et intéressants et on est invité à continuer à les suivre. Et vite, vous vous racontez que finalement, soit ils répètent, soit ils finissent par dire, mais tous, ils finissent par dire n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils ont tellement de vues qu'ils font tourner les algorithmes. Et ils gagnent très bien leur vie avec ça. Certains gagnent, un Olive gagne 7000 balles par mois. On peut s'imaginer qu'un Antoine, qui a une audience beaucoup plus importante qu'Olive gagne 10, 15, peut-être même 20 000 balles par mois. Certaines nanas avec leur nichon arrivent à gagner les 30 000 balles par mois, simplement montrant leur nichon sur TikTok. Donc, ces gens-là ne font que faire tourner les algorithmes en vous parlant. Vous les écoutez, vous buvez leurs paroles sans vérifier l'info. Parce qu'ils vous parlent de ce que vous avez envie d'entendre. Et ils vous parlent exactement comme vous avez envie qu'on vous parle. Un petit peu comme des politiques qui vous passent la pommade, qui vous font croire en monts et merveilles avant de voter pour eux, et puis finissent, depuis 50 ans, c'est toujours la même rhétorique, finissent par vous trahir. C'est toujours la même chose. J'ai pas ce langage de politiquement correct. J'ai tendance à j'ai grandi dans le milieu de la mafia marseillaise. C'est un endroit où l'hypocrisie n'a pas sa place. On la soigne avec du plomb dans la tête. Et je sais pas être hypocrite.
Je ne sais pas avoir ce politiquement correct et vous balancer des jolies paroles. Alors oui, j'ai eu l'intelligence de faire beaucoup de choses dans ma vie, mais je ne sais pas rassembler parce que je suis trop franc, trop direct, et vous pensez que je suis vaniteux, que je suis arrogant, que je suis... Il n'y a rien de tout ça. J'ai juste la rage. La rage parce qu'ils ont dessoudé mon fils. La rage parce que je veux leur peau. Certainement comme vous le voulez, vous, leur peau. Mais elle est alimentée par le fait que mon enfant est un enfant handicapé non-verbal. Et j'ai parfaitement conscience que dans ce monde qui se dessine pour tous nos enfants, mon enfant sera une banque d'organes qui ne pourra même pas se défendre ou crier au secours. Parce qu'on va rentrer dans un monde totalement inhumain. On n'est pas au bout. Et vous vous nourrissez de faux espoirs ou de fausses informations ou d'informations totalement inutiles. Ils vous ont manipulé depuis le début. Et vous vous laissez manipuler sans vous en rendre compte. Au début, quand les gilets jaunes sont arrivés, j'ai vu une lueur d'espoir. J'ai fait partie des premiers gilets jaunes en me disant il y a un mouvement qui se crée, j'aurais jamais cru qu'il puisse y avoir une telle fratrie en France, un tel rassemblement populaire. Les gens étaient devenus tellement égoïstes. J'y ai cru. Et pendant 3 mois, on a construit une cabane sur le rond-point d'Annecy, le rond-point des Mouettes. On se rassemblait jour et nuit. Il y avait un feu, tout le monde pouvait se réchauffer auprès du feu, boire un café. On a même hébergé des SDF. C'était un mouvement extraordinaire. Jusqu'au jour où on m'a dit on va encore manifester. Je dis non, pourquoi faire? Vous vous adressez à un gouvernement qui n'a aucun pouvoir, ce sont des marionnettes. On n'obtiendra rien. Votre mouvement est voué à l'échec, les gars. Ils n'ont pas voulu le comprendre. Ouais, t'es un macroniste, etc., etc. Dès qu'on essaie de contrarier, à raisonner les gens, eh bien de suite on reçoit des insultes. J'en ai rien à foutre des insultes. Et avec ça, vous vous plaisez à critiquer les juifs, les musulmans, les homosexuels, sans même essayer de comprendre, d'aller les rencontrer pour leur parler, pour leur dire mais pourquoi on est différent, pourquoi on pense différemment, pourquoi tu pries le bon Dieu à 4 pattes ou debout en te regardant la main, alors que moi je me mets à genoux dans une église. Quelle est la différence entre toi et moi? Pourquoi toi t'as choisi d'aimer les hommes, ou toi qui es une femme d'aimer les femmes, alors que moi je suis un homme et j'aime les femmes et j'ai fait des enfants. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Plutôt que d'ouvrir le dialogue, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont différents, pourquoi il existe une différence, pourquoi tout le monde a le droit d'exister, pourquoi on est tous libres, et plutôt que d'interdire la liberté des autres, on ferait mieux de se préoccuper de défendre nos libertés, et que l'union, plutôt que de nous diviser, n'a jamais été autant de rigueur qu'aujourd'hui pour sauver l'avenir de nos enfants. C'est justement en rassemblant, comme le voulait Coluche dans son slogan pour les élections, j'appelle les alcooliques, les drogués, les musulmans, les juifs, les femmes, les hommes, les chevelus, les chauves, les homos, les lesbiennes, tous ensemble. Et j'ai repris ce slogan pour créer une affiche pour le tribunal populaire. 10 ans que j'ai travaillé là-dessus. 10 ans, je vous en ai fait un post qui est agrafé sur ma page, sur lequel il y a pas mal de liens qui étayent tout ce que je vous dis. C'est quelque chose qui a été fait, un événement qui a été fait dans les années 70 sur Lens par des ouvriers. Et personne ne peut le juger tant qu'on ne l'a pas réalisé. Alors certains, inspirés par les conneries des réseaux sociaux, vont dire la Constitution n'existe pas, les droits de l'homme n'existent plus. Mais tu l'as entendu par les réseaux sociaux, mon ami. Tu l'as entendu uniquement par les réseaux sociaux. Factuellement, si tu regardes, c'est explosé sur tous les sites. Et il faut que tu apprennes une chose, c'est que les droits de l'homme te sont inaliénables et imprescriptibles. Ils sont ta propriété, jusqu'à temps qu'ils trouvent le moyen de les faire réellement disparaître. Mais en tout cas, en attendant, ils feront tout pour que tu les ignores, que tu crois qu'ils n'existent pas. Donc, ouvre les yeux. Ils ont réussi même à vous créer des slogans pour vous faire croire que les conneries que vous apprenez sur les réseaux sociaux font de vous quelqu'un d'intelligent en créant éveillé, complotiste, qui est devenu un petit peu la légion d'honneur des réseaux sociaux. Éveillé n'a plus aucun sens. Vous êtes plongé en état d'hypnose par l'ingénierie sociale. Comment ils s'y prennent? En vous fournissant une avalanche d'informations complètement inutiles que vous vous plaisez à partager sans vérifier même la véracité. Quand je vous dis pour l'adrénochrome,
Allez voir un docteur en pharmacie, c'est simple, il y en a à tous les coins de rue, c'est le patron de la pharmacie. Qui de mieux qu'un docteur en pharmacie pour vous parler d'une molécule? Allez le voir, parlez-lui de l'adrénochrome. Excusez-moi monsieur, vous auriez un petit moment, j'ai un renseignement à vous demander. Pouvez-vous me dire ce que c'est l'adrénochrome et ce que ça peut procurer? Et vous comprendrez que ça ne fait pas un œil au coca, un œil au beurre noir. Vous comprendrez que c'est une drogue sans intérêt et que l'élite mondiale n'a pas besoin de tuer les enfants pour en avoir parce qu'ils n'en veulent pas. Allez chercher l'info à la source. J'ai eu besoin d'avoir des renseignements sur le droit. Et pour ce faire, eh bien, je suis allé devant un palais de justice et j'ai fumé des clopes. Je sais très bien qu'il y a des avocats qui vont sortir du tribunal entre deux audiences pour fumer leurs clopes eux aussi. Et quand j'en ai vu arriver, je me suis installé à côté d'eux. Permettez que je vous pose une question. Et j'ai eu réponse à mes questions. Mais je ne regarde pas sur les réseaux sociaux parce que ça aurait tendance à conforter mon opinion. Et l'opinion est une croyance. Et comme tout être humain, j'ai besoin de conforter ce que je pense. Mais j'ai préféré être en contradiction de ce que je pense et de me rapprocher le plus possible de la vérité. Et j'apprécie quand il y a une contradiction, mais quand elle est factuelle, mais quand vous me montrez des images en disant « Tiens, regarde, c'est des images, mon ami. C'est des images, on ne peut pas, en tant qu'adulte, se contenter de collectionner des images, de les regarder, de les interpréter, et de laisser vaquer son imagination là-dessus. C'est digne d'un enfant de 6 ans, mais pas d'un adulte comme tu es. Alors oui, je peux paraître arrogant, je peux paraître... mais au bout de 10 ans où je me suis dit, j'ai bouclé le dossier, nous avons quelque chose de solide, une solution qui est viable, qui est basée sur des textes officiels, qui sont affichés sur les sites gouvernementaux et sur les sites des organisations mondiales. Il s'agit des droits de l'homme et ils nous sont inaliénables et imprescriptibles. C'est ta propriété que tu te plais à ignorer. Et tant que tu l'ignores, ça n'existe pas effectivement. Une fois que j'ai bouclé le dossier, je me suis dit, on a une solution viable. On peut le faire. Je ne vous parle pas d'appeler, de déposer une plainte et d'appeler un procureur. Je vous dis d'agir par nous-mêmes, de créer un tribunal populaire, de les condamner au nom du peuple pour crimes contre l'humanité, de faire un véritable travail de fond sur des faits factuels, la vaccination, en relevant l'ensemble des victimes. Nous avons aujourd'hui des sites gouvernementaux, etc., qui référencent très bien toutes les victimes et les effets secondaires. Nous avons la possibilité factuelle de le faire et de tous, au nom de toutes les victimes des vaccins, de toutes les victimes de notre société, de tous les gens qui se sont suicidés, de tous les gens qui sont dans un mal-être et qui sont dans la dépression, nous avons les moyens de tout ce qu'ils ont fait à nos enfants, l'empoisonnement par l'alimentation, par les médicaments, par les vaccins, etc. Nous avons les moyens de les condamner pour crimes contre l'humanité au nom du peuple. La justice doit être rendue au nom du peuple, c'est pas moi qui l'invente. Et je me suis dit, en ayant bouclé ce dossier, ça y est, je suis arrivé au bout, il ne me reste plus qu'à en parler sur les réseaux sociaux pour rassembler. Parce que les réseaux sociaux sont un formidable moyen de communication et je les ai tous utilisés. Et là, je me suis retrouvé face à un mur que je n'aurais pas imaginé. Le peuple. Le peuple. Je pensais que mon combat serait de me battre contre l'élite mondiale pour les condamner. Et mon combat, en fait, c'est de me battre contre mes frères et sœurs pour leur faire comprendre qu'ils font fausse route et qu'ils rentrent dans une fiction qu'il aurait offert par l'élite mondiale pour les détourner de la réalité et les rendre fous, les infantiliser, les crétiniser. Et j'essaye de vous parler, mais j'ai pas les mots qu'il faut. J'ai pas ce talent-là, j'ai pas cette intelligence. J'ai pas ce pouvoir de rassembler comme certains ont, de fédérer. Et avec mes mots que vous pensez être de la vanité, de la méchanceté, de la violence verbale, parce que je suis agacé, parce que j'ai la rage, parce que j'accepte pas ce qu'ils ont fait de vous, parce que j'accepte pas ce qu'ils ont fait à mon enfant, parce que j'ai tellement un besoin de venger mon enfant, mais aussi d'offrir un monde meilleur à tous les enfants, tous ceux que je croise dans les rues, dans les parcs pour enfants, à la sortie des écoles, à qui je me plaisais de faire, quand les parents veulent de tourner une grimace pour les faire sourire, ou de leur apprendre à faire des conneries sages bien sûr, mais des conneries d'enfants, à les amuser en leur posant des questions complètement débiles, comme le faisait Jacques Martin à l'école des fans. Aujourd'hui, quand je croise des enfants, je baisse les yeux et
j'ai honte et j'ai plus le courage de la regarder dans les yeux parce que j'ai honte d'être un adulte et de leur laisser cette société de merde parce que nous sommes responsables de ça. Et plutôt que d'arrêter à vous convaincre, ben je finis par vous agacer et plutôt que d'ouvrir votre réveil et d'ouvrir votre curiosité à dire mais putain le mec il nous dit quelque chose, peut-être qu'il a raison, on va vérifier, il a raison, il ne nous invite pas à le croire, il nous invite à vérifier l'info qu'il nous donne. Bien vous finissez par me bloquer et j'ai honte devant les gamins. Je baisse les yeux, je trace mon chemin parce que je supporte pas et je me sens responsable de l'avenir qu'on leur laisse et surtout responsable de l'avenir que je laisse à mon enfant qui sera une banque d'organes bientôt quand je serai parti, quand je serai plus là ou quand j'aurai plus la force, que je serai une loque peut-être dans un EHPAD, à plus me souvenir de qui est mon enfant et à plus avoir la force de le défendre. Euh, j'ai honte. J'ai honte, mais j'ai surtout la rage. Alors, il y en a certains qui me disent ouais, ben, j'espère que je retrouverai une paix intérieure. Je ne me l'accorde pas et j'ai pas le droit parce que mon éducation ne me permet pas d'être un lâche. Euh, les experts psychiatres n'ont pas vu beaucoup de choses de moi, mais ils ont vu que j'étais un jusqu'au boutiste, et ça c'est une vérité. Peu importe ce que ça me coûte, je vais toujours jusqu'au bout des choses. Les homos, les juifs, les musulmans et toutes les minorités, et même les animaux, j'étais toujours défendu, quoi que m'en coûte. Et dans la réalité, dans les quartiers nord de Marseille, où souvent j'ai risqué ma vie pour les avoir défendus, un mec un peu efféminé, qui à une quinzaine de mecs couraient après pour le démonter parce qu'il était un petit peu efféminé et faible. Banque de branquignoles, banque de baltringues. C'est pas ça être un homme. Être un homme, c'est s'en prendre à ceux qui font du mal aux plus faibles. C'est défendre les plus démunis. C'est pas s'en prendre à 15 sur un mec qui est incapable de se défendre. Alors ouais, je fonçais dans le tas. Je fonçais dans le tas pour défendre ce mec-là, pour lui donner la possibilité de s'échapper et pour me faire tabasser à sa place. Parce que j'en ai rien à foutre et quoi qu'il en coûte, je vais jusqu'au bout des choses. Je vous raconte pas ça pour vous raconter mes malheurs. Parce que j'ai pas besoin qu'on s'apitoie sur mes malheurs, je sais les combattre moi-même. Et si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours trouvé la force de rester debout et de combattre et de continuer mon chemin. Mes épreuves, ça n'a fait que m'apprendre. Et tout ce que je sais aujourd'hui, je le dois à mes épreuves. Mais je ne suis pas fier de ce que je sais. Je suis préoccupé par tout ce que j'ignore encore. Et quand je vous expose les choses, je me rends compte que finalement je vous fais du mal. Parce que je vous expose un savoir que vous n'avez pas. Et alors que vous avez besoin de briller, les réseaux sociaux vous donnent cette possibilité avec ces slogans. Je suis éveillé. Vous donne la possibilité de briller parce que la vie ne vous a pas permis de le faire. Et vous vous sentez rabaissé quand je vous parle. Alors que c'est pas du tout le but. Mais vous n'avez même pas besoin d'avoir honte. Parce qu'on est tous ignorants de quelque chose. Et si un poisson rouge, un singe demande à un poisson rouge de monter à l'arbre, le poisson rouge va se trouver très très con. Parce qu'il ne pourra pas le faire. Mais par contre, le poisson rouge, s'il dit viens, on traverse l'Atlantique à la nage sous la mer, en longeant le fond, le singe va se sentir très très con aussi, parce qu'il sera incapable de nager et de respirer sous l'eau. On a tous nos compétences, on a tous une pierre à apporter à l'édifice, mais faut-il encore qu'on vérifie l'info, qu'on se fie ce qui est réel, en vérifiant l'info, mais 15 fois, pas une seule fois, 15 fois s'il le faut, pour se rapprocher le plus possible de la vérité, en faisant confiance à ceux qui travaillent, les professionnels, etc., qui en savent plus que nous, à ceux qui ont un intellect, une intelligence plus évaluée que nous, qui sont que des outils qui peuvent nous apporter encore plus. Je ne vous dis pas de leur faire totalement confiance et gardez toujours une réserve. D'ailleurs, quand je vous dis quelque chose, je vous le dis, ne me faites pas confiance. Vérifiez l'info pour l'adrénochrome, allez voir un docteur en pharmacie. Pour ce qui est du droit, allez sur le site de l'Élysée, allez sur le site de Digifrance.gouv, allez sur le site de l'ONU, allez sur le site de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, et vous verrez que c'est clairement affiché
D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, si l'obligation vaccinale n'a pas existé, si les non-vaccinés n'ont pas été en prison, si je n'ai pas été en prison et que j'ai juste perdu la petite partie de mon entreprise qui me restait pour vivre, eh bien c'est parce que les droits de l'homme les ont emmerdés, ils ont été obligés de faire un pass. Sinon, ils auraient fait une obligation. Ils ont contourné la loi et fait un pass parce que les droits de l'homme leur ont empêché de le faire. Alors je vous invite à la raison, les amis. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant. Je ne suis pas quelqu'un qui veut me vanter de savoir plus que vous. Je me sens comme un con. Et tous les matins quand je me lève, je me dis que je suis un con, que je ne sais rien. Il y a certains amis qui me révalorisent en me disant « Mais comment tu fais pour savoir tout ça ?» J'ai pas l'impression d'en savoir plus qu'eux et plus que vous. Il y a juste que la vie m'a filé des sacrés raclés et ça m'a obligé à apprendre certaines choses. Ça m'a été vissé dans mon crâne sans que je le demande. Ma vie, c'était d'être un artiste, de peindre des tableaux comme ils sont exposés chez moi, de créer des chignons, de créer des coiffures, de fumer des pétards, de baiser des femmes, de m'amuser, de passer des bonnes soirées, de faire du ski, de me perfectionner dans tous les domaines que je viens de vous citer et de me soucier de rien. Mais j'ai eu un enfant et ils ont complètement niqué la vie de mon enfant et j'ai la rage. Mais pas pour défendre ma retraite, pas pour défendre mon pouvoir d'achat, je m'en branle. Juste pour sauver l'avenir de mon fils, sauver l'avenir de mes enfants, de nos enfants, et venger mon enfant, pour éviter qu'il finisse en banque d'organes, et qu'on le torture sans qu'il puisse se défendre. Je vous salue, passez une bonne soirée.